Vous avez toujours rêvé de vivre dans une ville où l'on distingue les habitants en fonction de leur caste sociale, c'est-à-dire avec l'élite au pouvoir et les pauvres à la dèche. Vous avez toujours rêvé de vivre dans une ville où les manifestations quotidiennes à cause du manque de travail ne sont pas des paroles en l'air mais de véritables mouvements révolutionnaires ouvriers marxistes. Vous avez toujours voulu vivre dans une ville où la circulation laisse à désirer et où tout le monde roule n'importe comment. Bienvenue en France. Non, je veux dire bienvenue à Metropolis. Dans cette ville, faites tout ce qui vous plaira, tant que vous n'énervez pas la gentille Gestapo Police. Regorgeant de robots tous plus esclaves les uns que les autres, vous pouvez même semer tous vos détritus sans aucune gêne et salir la ville à votre guise. Ils seront là pour nettoyer à votre place et... En fait, c'est vraiment la France, là. Bonjour les gens, je suis Chinuel et je ne sais quel heureux hasard vous avez découvert ma vidéo, mais vous voici sur le premier épisode d'Animashow. Débutelons-nous YouTube Game en nous intéressant à un animé qui envoie du lourd, et je parle du film injustement méconnu Metropolis. Pour ceux ne connaissant pas, voici un petit résumé bref et concis de ma conception. Pour faire simple, ce film d'animation japonaise de 2001 présente un détective japonais du nom de Shun Sakuban et son assistant slash stagiaire slash larman de service mais avant tout slash neveu Kenichi, protagoniste de l'animé, arrivant en touriste dans une immense cité futuriste dont le nom est celui du film, surprise surprise, où cohabitent en parfaite harmonie humains et robots, les dominants et les dominés. Tandis que l'élite de la société siège simplement dans le luxe accordé par un immense gratte-ciel s'appelant Ziggurat et surplombant Metropolis, les pauvres et les robots, pas toujours en très bons termes, doivent se contenter de survivre dans les entrailles souterraines de la ville, délimitées en zones spécifiques. Ces zones sont d'ailleurs surveillées en permanence par le Marduk, un genre de Gestapo anti-robot financé par Duke Red, l'homme le plus puissant de la ville, possesseur de la Ziggurat. Celui à la tête du Marduk est Rock, antagoniste principal du film, fils adoptif de Duke Red, chef de la sécurité, tireur d'élite, assassin sans scrupules, gros jaloux en crise ado parce que c'est pas lui que son père préfère mais un robot, trappe des jours fériés, un petit peu côté Bob le bricoleur ici, et pour finir le genre de gars qui porte des lunettes de soleil dans les souterrains à peine éclairés. Bon, désolé, j'aime beaucoup ce personnage. Revenons-en aux détectives. Ceux-ci viennent à Metropolis dans le but d'arrêter un trafiquant d'organes et réanimateur de cadavres à la manière d'un docteur Frankenstein, celui-ci ayant pour mission de la part de Duke Red de créer un robot d'un genre nouveau, à l'apparence de sa jeune fille défunte Tima, c'est-à-dire un clone de Rei Enami s'étant encore une fois échappé de la Nerve dans Evangelion. Ce robot, fille semi-arienne étant donné que sur la fiche du film elle a les yeux bleus alors que dans l'anime elle les a verts, est un surêtre destiné à un trône au sommet de la Ziggurat afin de mettre en route une arme secrète créée par Duke Red dans le but de dominer le monde. Ce fut plus long que prévu, et je n'en dis pas plus afin de ne pas spoiler comme un gros porc. D'ailleurs, un être génétiquement modifié, considéré comme un surêtre, dans un univers futuriste, qui doit monter sur un trône pour probablement gouverner le monde, non, ça vous rappelle pas un certain scénario? Non, pas toi, non, aucun rapport, tu te calmes, non, je parle de ça. Idéal pour faire une transition du pauvre sur le staff. Metropolis est tout de même un animé entouré de trois grands noms, le réalisateur Rintaro, de son vrai nom Shigeyuki Hayashi, le scénariste Katsuhiro Otomo et le créateur du manga dont s'inspire l'animé, Osamu Tezuka. Toi, là. Oui, toi, derrière ton écran. Malgré le fait que tu t'intéresses de près ou de loin à l'animation japonaise ou au domaine du manga, si tu ne connais pas l'un de ces trois noms, surtout le dernier, bah... Non, c'est pas possible. Allez, salut. Mais présentons tout de même ces bonhommes de la Japanime. Tout d'abord, le réalisateur Rintaro, connu également pour son travail sur Galaxy Express 999 et X, il a également commencé sa carrière en travaillant sur les premières productions animées de Tezuka comme Tetsuo Natome, Astro Boy en Occident, ou Jungle Taitai, le Roi Léo en France. Il consacre 3 années à la réalisation de Metropolis qui sort en 2001. Il avait pour but d'adapter en animé le Metropolis de Tezuka depuis un long moment déjà, mais celui-ci refusa, quelques années avant sa mort. Quant à Katsuhiro Otomo, vous l'avez compris, il s'agit du scénariste, réalisateur et mangaka d'Akira. Il est également l'auteur de Steam Boy, a participé au Triptych Memories et a scénarisé le film Rujin Z. Dans tous les cas, pourquoi les gens veulent un remake d'Akira quand on a Metropolis alias le Akira des années 2000 ? Pour finir, quelques mots sur Osamu Tezuka, le créateur du manga d'origine. Celui-ci est sorti en 1949 et s'inspirait vaguement du film de Fritz Lang du même nom, sorti en 1927. Tezuka aurait voulu créer ce one-shot de 160 pages en s'inspirant d'une image du film, mais sans l'avoir jamais vu, d'où le fait que l'histoire ne soit pas la même bien que l'univers soit semblable. On ne va pas s'étaler sur le sujet tout simplement, car je n'ai ni vu le film de Lang, ni lu le manga de Tezuka, mais on peut noter qu'il s'agit du premier manga avant l'apogée du célèbre mangaka, que l'on ne présente même plus au vu de sa renommée et de ce qu'il a apporté au domaine du manga et de l'animation japonaise. Ce manga représente en quelque sorte les prémices de Tetsuo Natome, il s'agit donc à la base d'une œuvre s'inscrivant dans l'histoire du manga. Mais ici, on parle pas de manga, on parle de Japanime. C'est pas trop notre truc les comics vietnamiens. Nous on préfère les dessins qui gigotent à en faire péter les sakuga.
Alors on va pas s'attarder là-dessus, et on va entrer dans le vif du sujet. On a parlé du staff, mais on n'a pas parlé du studio de production en fond de scène. Il s'agit du fameux studio Madhouse, réputé pour la liberté qu'il accorde à ses réalisateurs, mais aussi et surtout pour le nom incommensurable d'œuvres qu'il a produit. Ce serait inhumain de tout citer, alors je vais juste vous montrer ça, et encore tout ça. Donc oui, c'est un studio de qualité donnant les pleins pouvoirs à un staff de qualité. Voyons voir le résultat. Au niveau de la forme, la première chose qu'on peut dire est clairement que le film est beau esthétiquement. La direction artistique est telle que l'anime réussit à combiner à la fois les techniques traditionnelles d'animation japonaise sur cello et le style visuel d'Osamu Tezuka pour les personnages, et les nouvelles techniques modernes par informatique, c'est-à-dire l'utilisation de computer graphics CGI, autrement dit 3D, pour les décors, créant un véritable univers rétro-futuriste. Le style assez rond de Tezuka sur les personnages, en plus de transmettre l'identité de la patte du grand homme, permet à ceux-ci de leur donner plus d'émotivité, davantage le sentiment qu'ils ont une existence qui leur est propre, contrairement aux clichés visuels que l'on peut trouver partout dans la japanime. La ville paraît également vivante par tous les détails en fond, mais aussi en premier plan. De plus, on sent l'expérience de Rintaro au poste de réalisateur, la mise en scène étant assez audacieuse et donne du sens aux propos, notamment avec des plans en contre-plongée de la ziggourate montrant l'hégémonie totale de ces dernières sur la ville par exemple. On a également des raccords regards nous plaçant dans la peau des personnages et créant un sentiment d'immersion dans l'œuvre, des plans en vue d'ensemble vaste pour montrer la richesse de la ville, sa grandeur pour ce qui est de la surface, alors qu'à contrario, les souterrains sont souvent représentés par des angles de vue étriqués, des espaces cloisonnés, montrant la pauvreté de ceux-ci. L'utilisation de gros plans et de ralentis permet une accentuation de la tension et du suspense, donnant à certaines scènes plus de dynamisme. Ce même dynamisme est d'ailleurs un des points forts du film au niveau de la forme, accentué par l'ambiance jazzy produite par la musique qui l'accompagne, que vous écoutez depuis tout à l'heure en fond d'ailleurs. L'OST par Toshiyuki Honda correspond plutôt bien à l'univers steampunk du film et est agréable à écouter, aussi bien les morceaux dynamiques assez swing que ceux plus lourds et pesants dans leur rythme, appuyés principalement par des cuivres. En clair, tant que vous aimez l'un des meilleurs genres musicaux, c'est-à-dire le jazz, vous aimerez cette OST et l'ambiance qu'elle dégage. En revanche, certaines mélodies reviennent fréquemment, notamment le thème principal, mais jamais de la même manière en changeant le tempo ou l'intensité par exemple. Enfin, on a droit à des transitions dignes des plus vieux cartoons, et puis ce n'est pas d'un effet ajouté, il y a bien ce genre de transition ou d'effet de loop, renforçant l'aspect vieux jeu. C'est pas génial? Au plan visuel et sonore, la qualité est au rendez-vous, et ça vaut le coup d'œil. Mais au niveau du fond, est-ce que c'est aussi riche? Eh bien, plutôt oui. On a évoqué le synopsis tout à l'heure, et en ce moment même vous pouvez vous dire « Pouah, c'est un simple film de SF avec des robots, ça va pas plus loin, il y a beaucoup d'œuvres qui l'ont déjà fait et qui le font encore. » Or, l'œuvre n'est peut-être pas révolutionnaire, mais il ne se cantonne pas du pur vu et revu. Tout d'abord, au niveau de l'intrigue, sans spoiler, elle est cohérente, bien amenée, malgré quelques facilités scénaristiques à cause du personnage de Rock. Mais l'intrigue, bien qu'intéressante, n'est pas la chose la plus importante du film. On ne regarde pas Metropolis pour voir une simple histoire avec des robots soumis à l'esclavage par leur créateur. On entre dans Metropolis en même temps que le protagoniste Kenichi et son oncle, ne connaissant rien à la ville et on apprend à connaître celle-ci au fur et à mesure que l'histoire se poursuit. D'ailleurs, plus ça avance, plus l'atmosphère devient lourde et pesante, comme si on avait une vision superficielle de la ville, présentée comme joviale et euphorique dans les premières minutes du film, comme s'il s'agissait de la ville rêvée par tous, alors qu'au final, les zones souterraines prouvent le contraire, comme si on enterrait la partie sale de la ville et ne laissait en apparence que la somptuosité de la tour pour bien se faire voir. Au niveau des thèmes, il y a de tout. En effet, Metropolis est le genre de film à réussir à parler de plusieurs thèmes différents mais reliés, ici en relation avec la personne et la société. En effet, les sujets sont assez graves et sont traités de façon mature afin de nous poser de vrais questionnements, encore d'actualité aujourd'hui, voire pour certains assez visionnaires. On a par exemple les thèmes du chômage et de la pauvreté, les robots prenant le travail des humains, la machine remplaçant le peuple, sujet rappelant que c'est à peu près cela depuis la révolution industrielle. Le thème de la révolution souligné par le personnage d'Atlas, véritable référence à Victor Hugo, mais aussi par l'apparition du tableau La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, ou encore les nombreuses affiches de Che Guevara, allégorie même de la révolution. Tiens, on va jouer à un jeu les amis. Voici une image du film. Pouvez-vous trouver le Che caché? Alors, vous ne trouvez pas? Bravo, il est bien ici dans ce coin. Sacré Che! On traite également du thème de la tyrannie avec le Marduk, cette police politique quasiment totalitaire, du thème de la politique avec des trahisons, un coup d'état et l'évocation de la loi martiale, du thème de la discrimination et du racisme, les robots ayant des zones spécifiques dans lesquelles ils ont le droit de se rendre, rappelant la ségrégation des Afro-Américains aux États-Unis, du thème de la guerre, thème cependant pas assez approfondi et quasiment effleuré étant donné qu'il est symbolisé par cette scène. C'est tout. Pour continuer dans les thèmes, on a une alliance d'opposés entre la religion et la science, étant donné que ces deux thèmes sont toujours aux antipodes d'habitude, ils sont ici bel et bien parallèles. Pour ce qui est de la religion, le terme même ziggurat évoque le nom des temples pyramidaux mésopotamiens dont la plus célèbre est la tour de Babel. Cependant, pour ce thème de la religion, si vous souhaitez en savoir plus bien évidemment, je vais laisser dans la description de la vidéo un lien vers un article
que j'ai trouvé sur internet, qui explique peut-être mieux que moi toute la dimension religieuse du film. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Mais revenons à nos moutons et expliquons pourquoi il y a un alliage entre science et religion. D'abord, le progrès scientifique a permis à l'homme de créer des robots, mais aussi de créer Tima, un surhomme, un Übermensch. L'homme se prend ainsi pour un dieu, en créant un être à son image tout en étant différent. De plus, le mythe de la tour de Babel est donc ainsi revisité, mais en le comparant au progrès technologique de l'homme, lui donnant un avertissement clair et net. L'orgueil démesuré de l'homme, symbolisé par Ducred, sera le premier pas vers sa propre chute, s'il va trop loin et si la science prend le dessus sur l'homme. On a également le thème de l'amour avec la romance entre Kenichi et Tima, encore une fois alliance de contraste, montrant qu'il peut y avoir de l'amour entre un humain et un robot. Donc n'ayez crainte les amis, c'est naturel d'être mécanophile. Ah, Gunbuster Best Waifu. Plus sérieusement, je pense que vous avez compris que l'amour est présenté ici comme quelque chose qui va au-delà de l'apparence, du genre ou de l'identité de l'être aimé, comme le montre si bien la scène finale. Ainsi arrivons-nous au thème le plus mis en valeur dans le film. Mais avant, on va se focaliser rapidement sur les personnages parce qu'il y en a un qui nous intéresse particulièrement pour aborder ce thème. Les personnages sont plutôt attachants et variés, sans entrer dans les détails, bien que quelques-uns soient vite oubliés ou servent uniquement à remplir leur fonction. Le personnage le plus important, étant le cœur même du film et par qui les questionnements en rapport avec le thème le plus profond sont posés, est Tima. En effet, telle une enfant venant à peine de naître, elle se questionne sur qui elle est-elle un robot ou un humain? Ainsi, des questionnements en découlent de notre côté, serions-nous humains par rapport à nos origines, ou plutôt par rapport au fait que nous connaissons la morale et les émotions? Qui sommes-nous dans ce monde? Quelle est notre véritable place? On assiste à une ascension du personnage à l'ignorance la plus totale sur son existence, symbolisée par le fait que les personnages se retrouvent dans les souterrains les plus profonds de la ville, jusqu'à atteindre l'apogée de la connaissance sur sa véritable nature une fois arrivé au point le plus haut de la ville, le sommet de la tour. Mais au final, ce n'est pas en sachant ce que l'on est que l'on sait qui on est. Je crois avoir fait le tour, j'ai essayé d'être exhaustif sans non plus entrer trop dans les détails. Mais on va pas s'arrêter sur ça quand même. Le fond, la forme, tout ça c'est bien. Mais si on allait encore plus loin? Je tiens à préciser que ceci est une interprétation personnelle, une hypothèse qui pourrait se révéler fausse. Selon moi, Tima n'est pas juste le personnage par qui la notion d'identité est traitée, ça va encore plus loin. Comme dit tout à l'heure, ce film mélange à la fois le style de l'animation traditionnelle et les nouvelles technologies. Tima est un robot surpuissant créé par l'homme, plus performant que tous les autres robots. Ainsi, de mon point de vue, tandis que les robots lambda représenteraient l'animation traditionnelle dans son ensemble, Tima représenterait la CGI. La scène la plus emblématique du film pourrait laisser penser. Si on prend le cas de figure que Tima représenterait la CGI, on peut se rendre compte qu'il est montré dans cette scène qui se veut contemplative, que c'est peut-être quelque chose de beau mais qui reste artificiel, une illusion d'optique, comme le montrent les figurants qui croient y voir un ange. Personnellement, je ne suis pas très fan de la CGI, ou plutôt dirons-nous que contrairement à l'animation dessinée à la main, je trouve que ça manque un peu d'âme. Mais vous savez quoi, à mon avis, on s'en tape. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qu'en pense le réalisateur, Rintaro. Et justement, c'est un fervent défenseur de la CGI en soutien à l'animation traditionnelle. On va se pencher sur une de ses citations. L'utilisation des computers graphiques est équivalente au rodéo américain. L'outil est comme un cheval sauvage qui peut devenir fou s'il est mal dirigé, mais pour qu'un artiste le maîtrise bien, ce même outil peut devenir l'un des meilleurs outils pour l'animation. Pour expliquer ceci en rapport avec Tima, on va spoiler grave. Alors si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de vous rendre à la timeline ci-dessous. C'est bon? C'est parti. Le cheval sauvage qui peut devenir fou s'il est mal dirigé, ça ne vous rappelle pas Tima lorsqu'elle monte sur le trône? En effet, Tima n'est jamais montrée négativement sauf dans la scène finale. En gros, Rintaro est d'avis de penser que la CGI peut être un problème seulement dans le cas de figure où on ne saurait pas la maîtriser. Ainsi, mon interprétation peut être plausible. Tima peut symboliser les computer graphics, par sa beauté dans la scène de l'ange, mais aussi par sa capacité à devenir sauvage dans la scène finale. Si Tima est perçue comme un ange, la CGI peut être perçue comme un ange salvateur de l'animation, ou au contraire, un ange destructeur s'il est mal utilisé. En conclusion, Metropolis est une œuvre rétro-futuriste, rappelant à la fois le passé et les prémices de l'animation tout en étant moderne voire visionnaire. Il s'agit d'un hymne de l'animation japonaise de la part d'un maître, en hommage à Feu son maître. Utilisant à la fois les méthodes traditionnelles et les méthodes modernes de faire de l'animation, il s'agit d'une œuvre à la croisée des époques, adaptant de plus l'œuvre antérieure au travail de Tezuka et rendu ce dernier célèbre, ce qui est assez symbolique. C'est une œuvre mature abordant des sujets graves, certains encore d'actualité dans la société, ayant pour but de nous avertir et de nous questionner, rappelant que l'orgueil de l'homme ne doit pas lui permettre de se prendre pour un dieu. Personnellement, il s'agit d'une œuvre qui m'a beaucoup marqué, et l'un de mes premiers pas dans la japanimation. Cette œuvre m'a toujours inspiré et à chaque visionnage, je me rappelle que je suis bien content qu'il fasse partie de mon bagage culturel étant donné qu'il s'agit d'un des films qui tient une grande place dans mon cœur. Cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous a plu. Si vous n'avez pas vu le film, j'espère avoir réussi ma mission en vous convaincant de vous jeter dessus étant donné qu'il mérite plus de succès. A la prochaine pour du nouveau contenu sur ma chaîne.
sometime. I can't stop wanting you. It's useless to say. お前がロボットだってことさ。違います。私はロボットじゃありません。ならお前はなんだ？人間か？じゃあ親は誰だ？どこにいる？親は And his name is John C.